Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour. Dans l'actualité cette semaine, il y a bien eu sur eux le mariage pour tous en débat à l'Assemblée. La ministre Christiane Taubira a affronté toute la semaine les foudres de l'opposition qui a déposé plus de 5000 amendements. Nuit blanche en perspective, normalement jusqu'au 10 février et vote prévu le 12. Pour pimenter un petit peu plus le débat, une circulaire signée Christiane Taubira prévoit la naturalisation des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui. Timing maladroit, en tout cas l'opposition s'est engouffrée dans la brèche. Enfin, il y aura bien une réforme constitutionnelle l'été prochain, réforme du statut pénal du chef de l'État et peut-être aussi vote des étrangers. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ne l'a pas exclu. Il consultera les partis politiques sur la question. Et avec nous pour commenter tous les sujets d'actualité, Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des députés UMP depuis 2010. Alors le moins que l'on puisse dire évidemment, c'est que vous êtes sur la brèche matin, midi, soir, week-end compris sur ce texte sur le mariage pour tous. On vous pose juste une petite question. Ça va? Vous tenez le coup pour l'instant? Oui, vous inquiétez pas, on tient bien le coup. D'accord. Alors on va, avant de dérouler toute l'actualité de la semaine, entendre quelques députés pour savoir ce qu'ils pensent de vous. Écoutez et regardez. Moi j'ai plaisir à travailler avec lui, il a un parcours qui est un parcours républicain intéressant, des responsabilités qu'il a acquises ailleurs, et pour autant il essaye de faire le grand méchant quelquefois en haussant la voix, en faisant des mises en cause, ça ne lui réussit pas totalement, donc voilà, il ferait mieux d'être lui-même tout le temps. C'est quelqu'un de très sérieux, alors que beaucoup ne le prennent pas au sérieux. Il ne faut jamais oublier que le passé de Christian Jacob plaide pour lui, ça a été un président et un syndicaliste redouté et redoutable. Et donc, tous ceux qui, comme toujours, ont beaucoup de mépris pour les gens qui ne sont pas du sérail, ne le prennent pas au niveau qui devrait être le sien. Alors parce qu'il est ancré dans le réel et parce qu'il nous a tellement reproché à nous, la gauche, souvent de faire de l'opposition systématique, d'être dans la caricature, la posture, quand est-ce que lui, en tant que chef du groupe UMP, va-t-il sortir de la posture, de la caricature, le groupe qu'il préside, parce que ça devient fatigant et ça ne fait pas forcément avancer la démocratie. C'est vrai ça, Christian Jacob, on ne vous prend pas assez au sérieux, dit Lionel Lucas? Oh, mais écoutez, je sais pas, c'était une remarque très, très sympathique de la part de Lionel Lucas. C'est vrai que je ne viens pas du sérail, c'est vrai que j'ai un parcours qui est un peu atypique dans le milieu politique. Ça vous a aidé ou pas? Au départ, c'est plutôt un handicap, mais après, vous savez, on peut aussi en jouer et retourner les arguments. C'est-à-dire que ça permet de ne jamais être là où on vous attend. Et finalement, ça m'a plutôt porté chance sur le parcours qui est le mien, que ce soit pour les 2 élections successives à la présidence du groupe, pour les 3 responsabilités ministérielles que j'ai pu occuper, ou présider une commission à l'Assemblée. Donc, bon, je m'en accommode plutôt bien, je pense. Vous avez entendu Razi Hammadi qui parle de caricature. Est-ce que vous pensez que pour se faire entendre dans l'hémicycle, notamment, et pour porter le message politique, il faut toujours un peu caricaturer? Je sais pas, je pense pas que le mot caricature soit celui qui convient, mais c'est vrai que le président de groupe, de fait, d'une part, le premier rôle, c'est de maintenir la cohésion dans le groupe. C'est aussi de faire en sorte, notamment lorsqu'on est dans l'opposition, que les droits de l'opposition soient respectés. Donc ça oblige effectivement à monter le ton régulièrement, parce que la majorité a toujours tendance à vouloir caricaturer. Non, mais c'est pour ça que je pense pas que caricature soit le bon mot. Mais il faut forcer le trait parce qu'il faut défendre les droits de l'opposition. Et toute majorité, qu'elle soit objectivement de droite comme de gauche, a toujours tendance à essayer de minimiser les droits de l'opposition. Donc il faut se faire entendre. Une dernière petite question, on a vu cette semaine... Et le passé de syndicalisme dans ce domaine, ça aide plutôt. Ça doit aider, effectivement. Une dernière petite question, il y a une proposition écologiste qui n'a pas dû vous échapper cette semaine, qui demande l'autorisation d'une coprésidence de groupe et devra l'obtenir d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt à partager votre
votre présidence de groupe? Je pense qu'on est là dans la caricature. C'est-à-dire, ça y est. c'est pour le coup. C'est le modèle allemand, c'est le modèle du Parlement européen. Non, mais c'est ce que veulent les socialistes, c'est-à-dire c'est un bureau de plus, une voiture, bon voilà, on reconnaît bien les Verts là où ils sont donc habituellement. vous n'êtes pas prêt à partager la présidence? Non, parce que à un moment il y en a un qui siège en conférence des présidents. Et donc lequel va siéger en conférence des présidents à tour de rôle, et si vous avez deux coprésidents qui ont un avis divergent, c'est ingérable. Donc tout ça, ça fait de l'image, ça fait un peu de buzz, mais concrètement, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a un moment, il y en a un qui décide et qui siège en commission, en conférence des présidents ou qui préside le groupe, et il faut rendre les arbitrages. Et autrement, alors s'il y a des accords entre deux coprésidents, on le fait comment, à pile ou face? On peut aussi choisir des présidents qui, a priori, sont plutôt un peu complémentaires. Oui, mais il y a toujours un moment... C'est ce qui se passe entre François de Rugy et Barbara Pompili. Oui, enfin, je ne suis pas persuadé que ce soit un modèle de fonctionnement. Hein. Là, c'est moins de bon fonctionnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous n'êtes pas partant. Allez, on va commencer avec le mariage pour tous, bien sûr. Marathon parlementaire, c'est parti. 2 semaines de débats prévus dans l'hémicycle, le week-end compris. C'est Christiane Taubira cette semaine qui est montée au créneau pour défendre le texte. Escarmouche garantie. En voici un échantillon. Nous sommes mercredi soir lors de la discussion générale et c'est Thibault Le Floch qui nous relate la séance. Pour 184, contre 298, la motion n'est pas adoptée. Il n'y aura donc pas de référendum sur le mariage pour tous. Un vote sans surprise, notamment pour Laurent Wauquiez, qui avait déposé cette motion référendaire. Quelques instants plus tôt, il tenait ses propos à destination des parlementaires de la majorité. Vous ne nous condamnerez pas par vos brevets de bien-pensance au silence. Vous ne condamnerez pas au silence les députés qui déposent cette motion. Vous ne condamnerez pas au silence les millions de Français qui partagent nos inquiétudes et auxquels nous voulons par le référendum que la parole leur soit rendue. Selon l'article 11 de la Constitution, seuls les sujets sociaux peuvent être soumis à un référendum. Pour Laurent Wauquiez, cette règle s'applique également pour les sujets sociétaux, comme le mariage pour tous. Pour contrer cet argument, le président de la Commission des lois va alors faire appel à quelques manuels de droit constitutionnel. Par exemple, celui-ci, les 101 mots de la démocratie. Pas mal. Il a été publié chez Odile Jacob. À cette question, les réformes de société relèvent-elles des réformes sociales de la nation dans l'article 11, page 444, les auteurs répondent non. Ces auteurs, c'est Raphaël Hadas-Lebel, Laurent Wauquiez. La garde des Sceaux, elle, ne s'est pas attardée sur ce point constitutionnel. Ce qui l'a surtout interpellé dans le discours de Laurent Wauquiez, c'est lorsque celui-ci évoquait l'intérêt de l'enfant. Et je dis que oui, il reste hypocrite de faire semblant de ne pas voir ces familles homoparentales et ces milliers d'enfants qui sont exposés au regard social réprobateur. Vous nous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons. La motion référendaire étant rejetée, le débat général sur le projet de loi peut désormais reprendre dans une ambiance qui promet de rester électrique. Alors cette fameuse motion référendaire qui renvoyait à un référendum qui donc a été rejeté, c'est vous qui l'avez déposée. Elle a été défendue par Laurent Wauquiez. C'était un bon choix parce que M. Urvoas a été un peu malin. Il est allé découvrir un texte où Laurent Wauquiez dit, on l'a entendu, pas de référendum sur un sujet de société. Oui, mais c'est plus qu'un sujet de société. L'article 11 prévoit que ce soit sur les sujets sociaux. On est sur un vrai sujet social, puisque à partir du moment où on ouvre le droit au mariage et surtout à l'adoption aux couples homosexuels, il y a des conséquences sociales directes. Et donc l'argumentation constitutionnelle... Sociétale, on joue un peu sur les mots, mais, enfin, c'est quand même un sujet de société, le mariage. Oui, d'accord, mais enfin, les conséquences sont aussi sociales. Sociales, ça concerne l'ensemble de la population. Et donc on est aussi sur un sujet social. L'argument constitutionnel ne tient pas. Soit le président de la République souhaite consulter les Français par référendum, soit il a peur de la réaction des Français sur un vote de référendum, et donc il ne le fait pas. Oui, mais parce que le président de la République a peur de la réaction de l'opinion, ce que je peux comprendre, puisque quand on voit la difficulté qu'il y a toujours en France avec les référendums, c'est que souvent les Français
répondre d'abord à celui qui pose la question plutôt qu'à la question posée. Donc ce qui fait pour M. Hollande 2 raisons d'avoir peur. Il y aura d'autres manifestations ou pas ? Le bilan de son action depuis 6 mois fait que vraisemblablement les Français lui répondraient par la négative. Et ensuite sur le fond, moi je suis convaincu que les Français répondraient non, notamment sur le sujet de l'adoption avec la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée. 2 questions très très courtes. Il y aura d'autres manifestations ou pas ? Je pense, il y en a samedi de prévues et dans les villes de province et vraisemblablement, enfin en tout cas moi je souhaite qu'il y ait une autre grande manifestation qui soit organisée. Et estimez-vous le nombre de députés UMP qui voteront pour ou qui s'abstiendront sur ce texte ? Il faut attendre la fin des débats. D'abord, est-ce qu'on arrive à modifier le texte par voie d'amendement ? Donc, attendons qu'il soit voté. Moi, j'ai toujours dit qu'il y aurait entre 5 et 10% du groupe qui pourrait soit voter, soit s'abstenir. Non. Mais on a toujours eu, enfin moi j'ai toujours eu ce souci, vous parliez tout à l'heure de mon passé syndical, de faire en sorte que chaque avis puisse être entendu. Moi je compte beaucoup sur le débat. Je pense que c'est important d'avoir le débat, y compris dans nos formations politiques. C'est pour ça que je suis en désaccord, par exemple, avec Franck Riester sur sa position sur le texte, mais j'ai fait en sorte que Franck Riester puisse s'exprimer avec un temps de parole important, en début de discussion générale, et je regrette que mon collègue socialiste Bruno Le Roux interdise de temps de parole ses collègues qui ne partagent pas son avis. Et va même plus loin, les menace même à l'investiture, attendez. Écoutez Christian Jacob, quand, vous allez l'entendre, Bruno Le Roux, au sujet des amendements qui sont parfois sérieux et d'autres un petit peu moins. Écoutez. Quand on veut enlever l'âge légal pour se marier, permettre les mariages à l'intérieur d'une même famille, stigmatiser les outre-mer en disant que dans ces départements, il faudrait désigner les officiers d'état civil parce que les maires y seraient plus opposés qu'ailleurs, le fait que le mariage introduirait un appel d'air et qu'il faut donc contrôler les flux d'homosexuels venant de l'étranger. Vous voyez, il y a toute une série d'amendements qui montrent bien qu'un certain nombre de députés, en tout cas, sont dans une situation à ne pas vouloir beaucoup de sérénité dans ce débat. En fait, il dit obstruction parlementaire. Non, l'obstruction, c'est quand la gauche dépose 140 000 amendements sur le texte sur l'énergie, 138 000 exactement. Là, il y a 5 000 amendements de déposés. Vous êtes d'accord peut-être qu'ils ne sont pas tous très sérieux, ces amendements ? La plupart le sont, et souvent ils permettent d'avoir une accroche, c'est ça aussi le rôle d'un amendement, pour pouvoir exprimer à l'oral dans l'hémicycle la position qui est celle de chacun des députés. Et le droit fondamental d'un député, c'est de pouvoir déposer des amendements. Et le reproche que je fais à Bruno Le Roux, c'est d'être dans ce... Mais c'est pas lui en tant que tel, mais c'est la logique très sectaire du PS, vous vous rendez compte ? Les gens qui ne sont pas de l'avis du président du groupe sont interdits de parole dans l'hémicycle. Pas de temps programmé, vous savez, oui, mais ça n'a rien à voir avec le temps programmé. C'est-à-dire que dans la discussion générale, ou dans les motions, c'est le président de groupe qui attribue, qui désigne les orateurs. Et là, M. Le Roux, les députés socialistes, et on l'a vu, il y en a quelques-uns qui sont opposés à ce texte, sont interdits... Il y en a 2 qui ouvertement à ce stade, oui. Ils sont interdits de temps de parole et ils sont menacés sur leur investiture. Enfin, c'est la salade interne du PS. Non, c'est pas la salade interne. C'est un temps de parole dans l'hémicycle, c'est ça qui est important. Là, est-ce que vous avez le temps de parole, puisque vous disiez qu'il n'y avait pas assez de débat. Attendez, encore heureux, on est à l'Assemblée nationale. Non, mais bon, excusez-nous de déranger. Il y a un moment, on pourrait aussi dire, vous êtes de l'opposition, désolé, mais allez voir ailleurs. On réserve l'hémicycle aux députés de la majorité. Parlait du temps programmé. Vous reconnaissez quand même ce mérite-là à Bruno Le Roux de ne pas avoir imposé de temps programmé, c'est-à-dire un temps restreint. Non, mais ça n'est pas du tout Bruno Le Roux. Ce n'est pas du tout Bruno Le Roux, c'est la conférence des présidents qui décide si on applique le temps programmé ou pas. D'ailleurs, le temps programmé permet aussi, par exemple, sur la discussion générale, d'avoir plus de temps. Donc ça aurait pu être un autre choix qui était fait, ça aurait permis aussi d'avoir davantage de temps, puisque le temps programmé, on a aussi la possibilité de demander un temps plus long, puisque chaque groupe a ce qu'on appelle un droit de tirage sur un débat d'au moins 50 heures. Donc on aurait utilisé ce droit de tirage. Donc je pense qu'il n'y a pas de facilités qui ont été faites là-dessus. Christian Jacob, est-ce que vous estimez que l'UMP, là, a une chance de se refaire un peu une santé après ce que vous avez subi il y a quelques mois ? Quelques semaines même. C'est pas. D'abord, ça n'est pas le sujet. Et ensuite, on est sur un.
sur un vrai bouleversement bioéthique avec ce débat et avec ce texte. Et c'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation. Le sujet, c'est pas de régler je veux dire, les tensions internes qu'on a eues au mois de décembre. D'ailleurs, l'ordre du jour, c'est pas nous qui le décidons, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui impose ce texte. Oui, mais à un moment où on a un plan social qui tombe chaque jour, la préoccupation du gouvernement qui est de mettre ce texte à l'ordre du jour, de parler ensuite du droit de vote des étrangers, d'aller ensuite sur les tripatouillages électoraux, etc. Donc moi sur ce texte, le risque vraiment profond, c'est les bouleversements bioéthiques sans avoir le courage de l'assumer. Et le reproche que je fais au gouvernement, c'est vraiment ce manque de courage, cette malhonnêteté intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Si vous me permettez de prendre deux exemples pour bien expliquer où il y a malhonnêteté intellectuelle, par exemple sur la procréation médicalement assistée. Elle est autorisée aujourd'hui pour des raisons. Elle est autorisée. Oui, non, mais c'est là qu'il y a. C'est malhonnête. C'est une vraie malhonnêteté intellectuelle, puisqu'elle décline obligatoirement de ce texte, mais comme il fallait consulter le Comité national d'éthique et que le gouvernement a peur de la réaction du Comité national d'éthique, donc du coup, on vend le texte par appartement, c'est-à-dire qu'on le renvoie à nos textes. Donc on trompe les Français avec ce texte. Et c'est la même chose sur la gestation pour autrui. Dans un instant. On va y revenir. Alors, on revient un tout petit peu à la discussion générale qui a donné lieu parfois à des échanges un peu surréalistes. Un exemple dans la nuit de mercredi à jeudi. Et nous avons vu refleurir des discours aux relents homophobes qui sont indignes. À ceux qui seraient tentés par cette aventure, je dis ici, le temps du triangle rose est terminé. Notre rôle de législateur est tout autre. Il est de servir l'égalité et le bien commun par la règle commune qu'est la loi. Nous venons d'entendre parler de triangle rose. Nous condamnons absolument l'homophobie. Nous condamnons absolument les actes inqualifiables qui ont été accomplis par le régime nazi à l'encontre des personnes homosexuelles. Mais il n'est pas acceptable que vous alliez porter à notre encontre des critiques de cette nature-là. Bon, formule contre formule, on est un peu loin du débat de fond. Non, c'est pas formule contre formule. Les propos tenus par le député socialiste sont des propos imbéciles. Parler du triangle rose, faire référence à ce à quoi il a fait référence, c'est scandaleux. Ce sont des propos imbéciles. Voilà. Non. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de tenir de tels propos imbéciles à la tribune de l'Assemblée. Christian Jacob, vous parliez de la GPA. On en a beaucoup entendu parler avant l'examen de ce texte sur le mariage. Et puis voilà, on en entend encore parler. Il fait son apparition de nouveau cette semaine avec une circulaire signée par Christiane Taubira. Voici les explications de Jean-Baptiste Daoulas. C'est une nouvelle polémique qui pleut sur Christiane Taubira. À peine sortie du Conseil des ministres, la garde des Sceaux doit réaffirmer sa position sur la GPA. Il n'y a pas la moindre modification de la position ni du président de la République, ce sera mon autorité, ni du gouvernement, c'est le Premier ministre, ni de moi personnellement. Il n'y a pas la moindre modification sur la GPA. Une mise au point qui ne suffit pas à l'opposition. À l'Assemblée, Jean-François Copé s'inquiète des conséquences de la circulaire. Elle a pour conséquence de reconnaître en droit français la validité de la gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Il ne s'agit pas d'une circulaire sur l'état civil, c'est une circulaire sur un constat de nationalité. En clair, la circulaire ne change rien à la filiation. Elle se contente d'accorder la nationalité française aux enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. La GPA reste interdite en France, mais l'opposition n'est toujours pas convaincue. Une deuxième question identique est posée au gouvernement. Soit la position du gouvernement est pour les mères porteuses, pour la gestation pour autrui, et il faut le préciser. Soit vous êtes contre. Et à ce moment-là, il faut aussi, Monsieur le Premier ministre, être beaucoup plus clair. Mes chers collègues, c'est le gouvernement qui décide du ministre chargé de la réponse. L'ambiance est électrique. L'opposition réclamait Jean-Marc Ayrault. C'est à nouveau Christiane Taubira qui répond. J'avoue qu'il me faudra faire quelques efforts pour m'habituer à la nécessité de répéter constamment exactement les mêmes réponses aux mêmes questions. Donc le gouvernement reste opposé à la GPA. Nous vous le répéterons aussi souvent que nécessaire. Merci. Et cette circulaire concerne
11 enfants pour l'année 2012. Mais l'UMP n'en démord pas. La circulaire ouvre une brèche très dangereuse. On va généraliser la procréation médicale assistée à tous les couples. On va on va autoriser et généraliser les mères porteuses. Voilà la GPA au cœur du débat sur le mariage pour tous, même si le texte ne prévoit absolument pas de la réformer. Alors Christian Jacob, j'ai une petite image à vous proposer. Elle se déroule le 16 janvier dernier en commission des lois. Écoutez Christiane Taubira. J'ai fait préparer une circulaire qui va partir, qui est déjà prête, donc qui va partir, qui s'adresse aux tribunaux d'instance pour faciliter la délivrance de certificats de nationalité française, parce qu'il n'y a pas d'élément de droit qui justifie qu'on ne donne pas de certificat de nationalité française à ces enfants qui sont français. Dans la vision que j'ai de la loi, si par malheur... Alors vous voyez bien que Hervé Mariton est présent, ça se déroule le 16 janvier dernier en commission des lois. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant de cette circulaire, Christian Jacob. Non, mais j'ai noté que la ministre elle-même dit qu'elle n'est pas au courant, puisque... Elle est présente devant vous. Mais elle, d'abord, elle ne fait absolument pas référence à la gestation pour autrui. Ensuite, ce qui est grave, c'est le fond. C'est-à-dire que l'on valide... Non, pas le fait d'apprendre simplement par le journal. Bah, écoutez, ce que j'ai vu dans un grand journal du soir... Du fond, bien sûr. Dans un grand journal du soir, c'est que la ministre est surprise que la circulaire sorte ainsi de son administration. Je pense qu'elle aurait préféré un autre calendrier. Mais peu importe tout cela, c'est le fond qui est grave. C'est que l'on valide la GPA à l'étranger, c'est-à-dire, en clair, pour ceux qui ont les moyens de dépenser entre 80 et 100 000 $ pour louer un ventre à l'étranger. C'est à peu près le coût d'une gestation pour autrui aux États-Unis. 80 à 100 000 $. Pour eux, il n'y a pas de problème. Donc on reconnaît. En revanche, en France, alors là, on dit... Soyez rassurés, mon bon peuple, surtout en France, il n'y aura jamais de légalisation. Les cas sur lesquels on parle, ce sont 44 cas. Il s'agit simplement de faciliter la délivrance de la carte d'identité pour des Français à des enfants dont le père est français. C'est totalement légal. Mais simplement, ça veut dire que l'État français reconnaît la légalité de la GPA. Or, on ne peut pas dire, mais si vous pouvez dépenser 100 000 $ aux États-Unis, là, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est clairement un pas qui est fait sur la reconnaissance de la GPA. Et nous, on est sur une ambiguïté. Christian Jacob, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Quel est le problème pour ces enfants-là? On n'a pas vraiment le chiffre. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là qu'on appelle les fantômes de la République, qui n'ont pas d'état civil français? Attendez, soyons pas ridicules sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Ces enfants sont en France en toute légalité, sans aucun problème. Ils ont des cartes d'identité. Vous imaginez ce qui est insupportable pour eux d'avoir un passeport américain. C'est effectivement sans doute très dur à porter. Mais attendez, il ne faut pas sombrer dans le ridicule. Simplement, il y a un choix politique extrêmement lourd avec des conséquences bioéthiques graves, c'est-à-dire qu'on s'engage vers la voie de la légalisation de la gestation pour autrui. Ce à quoi nous sommes toujours opposés, et on fait ça, encore une fois, sans consultation du Comité national d'éthique. Et vous voyez, si j'ai demandé il y a 3 mois au président de la République de consulter le Comité national d'éthique, c'est parce qu'on se doutait des risques de bouleversement bioéthique extrêmement graves. Et faire cela par voie de circulaire, comme c'est fait là, eh bien je trouve que ça n'est pas digne. Donc quand Christiane Taubira dit devant vous, dans l'hémicycle 3 fois, il n'y aura pas de GPA autorisée en France, vous ne la croyez pas? Je ne la crois absolument pas. Je ne la crois absolument pas, parce que sinon, elle ne devait pas faire cette circulaire. On ne fait pas sortir la circulaire comme elle le fait là, parce qu'elle sait pertinemment. D'ailleurs, François Hollande l'avait dit dans sa campagne électorale, interrogé sur le sujet, il avait dit lui-même, régulariser ces situations, c'est aller vers la GPA. Or, je suis opposé à la GPA. Donc François Hollande disait clairement qu'il était opposé à cette circulaire. Donc pourquoi cette circulaire sort? Mais bien sûr que c'est un reniement, bien sûr que les masques sont en train de tomber et que le choix est celui-là et d'aller vers la GPA. Moi je préfère la position de, par exemple, Patrick Bloch. Je suis en désaccord avec Patrick Bloch sur le texte, mais il a une position qui est cohérente. Lui il dit, moi voilà, je suis favorable à la GPA. C'est son choix, je le respecte, je suis en désaccord total avec lui, mais je lui reconnais le fait d'être cohérent et d'avoir à la fois une cohérence et puis d'être dans une honnêteté intellectuelle parfaite, ce qui n'est pas le cas de la ministre lorsqu'elle nous répond. Allez, Christian Jacob, on va maintenant dérouler les autres événements de la semaine. Mardi, on parle du droit de vote des étrangers.
C'était la promesse numéro 50 du candidat François Hollande, le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. Promesse en berne qui fait sa réapparition en ce mardi. Jean-Marc Ayrault annonce qu'il va consulter les présidents de groupe, donc vous, avant de voir s'il l'inclut dans la réforme constitutionnelle de l'été prochain. Il en parle à l'occasion du bureau national du PS. Mathilde Béranger. Jean-Marc Ayrault le sait, obtenir la majorité des 3/5 sur le droit de vote des étrangers aux élections locales ne sera pas chose facile. Le Premier ministre veut donc lancer des consultations dès la fin de cette semaine pour vérifier l'état du rapport de force au Parlement sur cette question. Dans un souci de rassemblement, pour créer les conditions d'une majorité large, je fais ces consultations et je vais vérifier, y compris sur le droit de vote des étrangers, mais aussi sur d'autres sujets. Et quand j'aurai terminé mes consultations, je pourrai faire l'état des lieux et discuter avec le président de la République ce qui fait rassemblement et ce qui ne le fait pas. Le Premier ministre était venu s'exprimer devant le bureau national du Parti socialiste, une première appelée à se renouveler régulièrement. Jean-Marc Ayrault veut resserrer les liens avec sa majorité et rassurer ses troupes sur des promesses de campagne que certains craignaient de voir enterrées. C'est pas relancer le débat, c'est au contraire sortir de cette espèce d'idée qui était en train de s'installer, comme quoi le droit de vote, on en parlait tout le temps et on le faisait jamais. Là maintenant, on va vraiment essayer de le faire, mais ça dépend pas totalement de nous. L'objectif des 3/5 indispensable pour une réforme constitutionnelle sera sans aucun doute très difficile à atteindre. La majorité devra rallier des voix dans l'opposition largement hostile au projet. Alors Jean-Marc Ayrault partira en croisade pour une majorité des 3/5. Vous allez le voir, qu'est-ce que vous allez lui dire ? C'est peine perdue, il ne l'aura pas. Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire? On est vraiment dans la diversion. Alors bien entendu, je vais le voir, je suis républicain, il n'y a aucun problème pour voir Jean-Marc Ayrault à sa demande quand il le souhaite. Simplement, on est dans une période sociale. L'économie, en fait. Eh oui. Chaque jour qui passe, il y a un nouveau plan social qui tombe. On voit que le pacte de compétitivité a eu l'effet d'un cautère sur une jambe de bois, totalement inefficace parce que absolument pas à la mesure de ce qu'il fallait, c'est-à-dire baisser le coût du travail. Les textes qui sont proposés depuis le début de l'année, c'est le texte sur le mariage des couples homosexuels. Ça va être ensuite le débat sur le droit de vote des étrangers. Ça va être ensuite un tripatouillage électoral sans précédent. Sans précédent, puisque rien de moins, on nous annonce une modification du scrutin, du mode de scrutin pour les élections cantonales. Ensuite, on va en faire une pour les élections sénatoriales, pour les élections européennes, et puis la proportionnelle à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on va, ce gouvernement... Dans une période de crise, comme nous la vivons, avec les plans sociaux qui s'accumulent les uns aux autres, la seule préoccupation du gouvernement, c'est d'essayer de trouver des sujets de diversion pour ne pas répondre au fond. Il y a quand même un accord sur la sécurisation de l'emploi. On va y revenir. Revenons. Non, mais attendez, on est sur un vrai sujet, mais on est un vrai sujet de diversion. On va y revenir dans cette émission. Là, vous n'allez pas y couper. Vous allez voir Jean-Marc Ayrault sur le droit de vote des étrangers. Qu'est-ce que vous allez lui dire? La réponse est bien évidemment non, mais elle est toujours... Même s'il vous propose un compromis sur d'autres textes, on n'est pas dans des compromis. La citoyenneté et la nationalité sont étroitement liées en France. Ce sont des principes républicains qui sont intangibles. Jouer avec ça, c'est jouer avec le feu, c'est ouvrir le communautarisme, parce qu'à partir du moment où on donne le droit de vote aux étrangers, vous aurez des communautarismes qui vont se forger et qui seront des groupes de pression au moment des élections municipales ou d'élections législatives. C'est vous votez pour moi si vous me donnez satisfaction sur tel ou tel sujet. Non mais attendez, vous me posez la question, accordez-moi le temps d'y répondre. C'est non, oui, mais aussi de vous dire pourquoi. Parce que tout ça peut paraître sympathique, mais c'est extrêmement grave sur les fondamentaux de notre République. Donc on ne touche pas à la citoyenneté et à la nationalité qui sont en France étroitement liées et qui doivent le rester. Alors on va sortir des assemblées pour aller dans la rue. Il y a eu des manifestations cette semaine, des salariés de Goodyear, PSA, Sanofi ou encore Candia. Ils étaient vêtus, vous voyez, de t-shirts rouges. Ils ont manifesté aux abords du ministère du Travail. Et dans le cortège, eh bien, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Comment le président peut tranquillement se dire, bah oui, l'année prochaine ça va être dur, il y aura 300 000 chômeurs de plus. Bon, bah, il se rend compte de dans quoi on vit déjà. C'est une loi qui doit réguler tout ça. Oui, bien sûr, bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est ou le marché ou la loi. Hein. Bon, le marché, on connaît le résultat, bah, essayons la loi maintenant. Alors voilà, on en parle de l'économie. Le Front de gauche veut une loi contre les licenciements financiers. Est-ce que vous serez avec le Front de gauche?
Ça ne veut rien dire, les licenciements licenciés, les licenciements financiers. Ce qui est important, c'est qu'on a un problème de compétitivité en France aujourd'hui avec un coût du travail qui est trop élevé et donc il faut baisser ce coût du travail pour retrouver des points de compétitivité. Et baisser le coût du travail, ça ne se fait pas, comme le dit toujours M. Mélenchon, en baissant les salaires, mais simplement en ayant d'autres clés de répartition sur les charges. C'est la proposition que nous avons faite avec la TVA compétitivité. C'est ce que nous pouvons faire avec de vrais accords de compétitivité qui permettent au sein des entreprises d'avoir de la souplesse et de pouvoir sortir et s'affranchir du carcan des 35 heures. Ce qui a été fait avec François Hollande n'était pas suffisant. Là non seulement il n'est pas suffisant, il est totalement inefficace. L'accord signé entre syndicats et patronat, pas suffisant non plus. Cet accord, il n'est pas encore arrivé. Cet accord, on va l'avoir dans les semaines qui viennent sur la table. Moi, je crois que cet accord va dans le bon sens. Simplement, il n'est absolument pas au niveau pour répondre à la situation à laquelle nous avons à faire face. Mais il va plutôt dans le bon sens. Et à partir du moment... Vous êtes d'accord pour le transposer tel quel dans la loi ? Oui, moi je suis assez... On va voir quand le texte va nous arriver. Je vais recevoir les organisations syndicales. Donc je reçois les leaders de FO, de la CFDT également, enfin de l'ensemble des partenaires sociaux. Sans doute la CGT, puisque par principe la CGT refuse toujours de nous rencontrer. Mais bon, bref, tout ça n'est pas... essentiel si les autres organisations syndicales viennent. On aura ce débat avec eux, mais moi je suis plutôt dans un esprit positif sur ce sujet. Il y a quand même un texte qui arrive à l'Assemblée qui vous convient dans ce calendrier parlementaire jusqu'à l'été. Oui, parce qu'on n'est pas obtus. À partir du moment où ça va dans le bon sens, c'est que les partenaires sociaux ont trouvé un point d'accord. Simplement, je trouve que ça n'est pas suffisant et ça ne répond en aucun cas, ça n'est pas au niveau de la réponse à apporter. Mais à partir du moment où il va dans le bon sens, écoutez, ceci étant, attendons d'avoir reçu les partenaires sociaux et puis d'avoir vu le texte. Allez, on va passer au mercredi. Tiens, une réunion des fillonistes. Il y avait longtemps. Eh oui, le RUMP, déjà de la vieille histoire, cette dissidence parlementaire de l'UMP qui s'est dissoute début janvier. Et pourtant, François Fillon continue à rassembler ses députés à l'Assemblée. Rencontre très discrète mardi matin, sans caméra, avec une seule photo, celle-ci, tweetée par Lionel Tardy. De quoi a-t-on parlé ? Réponse d'un député filloniste à la sortie. Il y a beaucoup de parlementaires, députés et sénateurs qui sont autour de François Fillon. Discuter avec François de ce qu'il souhaite faire, de la façon dont il souhaite faire. Notre façon de peser aussi à l'intérieur de l'UMP, et notamment de peser sur la réflexion qui est menée au sein de l'UMP. Il faut recomposer l'UMP, il faut la restructurer, c'est le bon moment pour ça. Il y a un travail en profondeur à faire. Le groupe est bien dissous, d'accord. Ah oui, mais on peut quand même se réunir. Heureusement, moi je suis allé au bureau politique ce matin de l'UMP, je suis allé à la réunion autour de François Fillon, parce que François Fillon, c'est au fond, probablement aujourd'hui dans les politiques actifs, c'est celui qui a le plus à dire aux Français en termes de fond et en termes de propositions. Bon, 120 députés présents à cette réunion. François Fillon entend... Non. Personne, 120 personnes, pas 120 députés. Non. 120 personnes. Oui. Il y a des sénateurs, il y a des députés européens. Non, on ne les compte pas, mais simplement les chiffres. Parce que je crois, attendez, c'est aussi le président de groupe, en principe, les députés lui parlent. Donc quand ils vont à une réunion, ils le disent en venant. Alors François Fillon entend en faire deux par mois. Vous qui êtes un très proche de Jean-François Copé, vous êtes sûr que vous êtes une famille très unie ? Oui. Mais attendez, ce qui ne serait pas normal, c'est que François Fillon ne parle pas avec les parlementaires. Tout ça me pose aucun problème. Son groupe se réunisse encore. Mais il y a toujours... Mais ce n'est pas son groupe. Groupe de fillonistes. Non, ce n'est pas son groupe. Il n'y a pas de groupe de fillonistes. Simplement, il voit... Mais comme Jean-François Copé le fait. Et comme chaque jour, vous avez des parlementaires qui réunissent quelques collègues parlementaires. Simplement, ils ont peut-être moins de notoriété que François Fillon ou Jean-François Copé, donc on en parle moins, mais tout ça est tout à fait normal et plutôt sain dans la vie d'un parti politique. Ça ne vous inquiète pas? Non seulement ça ne m'inquiète pas, mais je trouve que c'est plutôt bien que les gens se parlent entre eux par affinité. Question Jacob, septembre prochain, l'élection, c'est sûr pour l'UMP, pour le nouveau président de l'UMP, ou, comme le dit Thierry Mariani, on serait favorable à repousser cette élection à 2014, après les municipales, ou encore plus loin? Moi, je pense qu'il faut respecter les termes de l'accord. Il y a un accord qui a été passé, qui a prévu des élections au mois de septembre. Et moi, je suis assez attaché à ce que l'on respecte les engagements qui ont été pris. Voilà, donc septembre. Parce que là, finalement, tout le monde y trouve son compte. Les fillonistes ont des postes à responsabilité au sein du parti. Jean-François Copé est le patron.
Est-ce que réellement vous sentez une envie d'aller vers ces élections qui vont coûter cher, qui sont peut-être pas bonnes pour l'image du parti? La démocratie a toujours un coût et je pense que l'engagement a été pris d'une élection en septembre et qu'il faut respecter cet engagement. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Après, bon. On a l'impression que vous subissez quand même un petit peu cette décision. Bon, voilà, il faut bien le faire parce qu'on a dit qu'on le ferait. Non, mais c'est qu'à partir du moment où on était dans une situation de crise qui n'a échappé à personne, ça a été des moments difficiles à vivre, ça a été difficile de s'en sortir, on s'en est sorti et plutôt bien, avec un groupe qui est réunifié, avec au parti des équipes très paritaires et avec l'engagement qui est ces élections au mois de septembre. Donc voilà, moi je pense que dans la vie, il ne faut pas chercher à compliquer les choses, il faut respecter les engagements. Et vous les craignez un tout petit peu, ces élections ou pas? Non, que ça recommence Mais absolument pas, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut tenir les engagements. Ça n'empêche pas de les craindre. Non, parce que si je les craignais, je vous dirais qu'il ne faut pas tenir les engagements, qu'il faut en prendre d'autres. Je pense que vous savez pourquoi compliquer les choses lorsqu'elles sont simples, lorsqu'elles sont écrites. Donc voilà, c'est la position qui est la mienne. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres avis, mais en tout cas, je défends le mien. Vous sentez une envie du côté de François Fillon d'y aller ou pas? Vous lui parlez de temps en temps? Oui, bien sûr, je lui parle souvent, mais voilà. Je ne sais pas, écoutez, c'est à lui de s'exprimer là-dessus. Moi j'ai souhaité, et j'ai fait partie des artisans de cet accord sur ce point, que l'élection ait lieu en septembre. Parce que je ne voulais en aucun cas que nous ayons une élection en pleine session parlementaire. Il y a le temps du Parlement, du travail parlementaire, et j'entends que pendant ce temps, les parlementaires soient mobilisés sur leur travail de députés. Donc élection en septembre, ce qui permet d'avoir une campagne en juillet-août et donc d'avoir les candidats qui annoncent leur candidature avant le mois de juillet, à la pendant l'été, ce qui nous permet d'avoir une session parlementaire qui se déroule en dehors de la campagne électorale. Alors ils étaient le socle de l'électorat de François Hollande en avril dernier. On va passer au jeudi, on va parler des fonctionnaires. Alors, ils étaient effectivement le socle de François Hollande, de son électorat. Les fonctionnaires, 6 mois plus tard, descendent dans la rue. Plus de 100 000 personnes défilent dans les principales villes de France. À Paris, c'est Rim Benhammer qui s'est jointe au cortège. Un avertissement au gouvernement. Voilà comment les fonctionnaires qualifient cette journée de grève. Ici, plusieurs milliers de personnes dans le cortège parisien parti de Port-Royal. Parmi eux, Corinne, agent à Pôle emploi. Elle proteste contre la dégradation de ses conditions de travail. Les problématiques qu'on rencontre, c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui, c'est des problèmes de salaire et des problèmes d'effectifs. On est actuellement sur Pôle emploi, tout le monde le sait, en déficit d'effectifs pour arriver à traiter la masse de chômeurs qu'on inscrit. 5 millions de fonctionnaires étaient appelés à la grève par 3 syndicats, CGT, FSU et Solidaires. Une première depuis la victoire de François Hollande. Nous avons subi des dégradations énormes sous le précédent gouvernement Sarkozy. Maintenant, les agents de la fonction publique attendent que le nouveau gouvernement revienne et mette en place de nouvelles dispositions. Leur revendication, une amélioration de leur salaire et de leurs conditions de travail. Mis à part la décision importante de recréer des postes, en particulier à l'éducation nationale, mais ça ne suffit pas. Et les agents des autres secteurs sont extrêmement préoccupés. Ils attendent vraiment maintenant des gestes urgents sur les salaires, sur le jour de carence et sur l'emploi. Les syndicats sont en pleine négociation avec la ministre de la fonction publique. Marie-Lise Lebranchu a reconnu une situation difficile pour les fonctionnaires, mais rappelle les contraintes budgétaires. Elle doit faire des propositions concrètes sur les conditions de travail le 7 février. Les syndicats ont prévenu, la mobilisation sera plus massive s'ils n'obtiennent pas des avancées. Alors là, on peut dire que tous les gouvernements, quelles que soient les majorités, se heurtent à ces mêmes revendications des fonctionnaires. Il y a des négociations qui commencent jeudi prochain avec la ministre de la fonction publique. Est-ce qu'il faut tenir bon sur le jour de carence et surtout sur le point d'indice ? Sur le jour de carence, oui. En revanche, ce qui m'inquiète, et ce que j'ai entendu des déclarations de Mme Lebranchu, c'est de revenir sur la rémunération au mérite. Et je pense que ça, ce serait une vraie erreur. Moi, je l'ai mis en place, j'étais le ministre de la fonction publique qui a mis en place la rémunération au mérite, ce qui permet de corriger le régime indemnitaire selon des critères qui sont définis avec les partenaires, et donc de valoriser le déroulement de carrière d'agents, parce qu'on a beaucoup d'agents dans la fonction publique qui arrivent
au bout de leur grille indiciaire et qui se retrouvent au bout de 20 ans d'activité sans plus aucune perspective. Et donc là, il faut savoir redonner un coup de pouce de la même façon qu'on l'avait fait avec le 1 sur 2. Le 1 sur 2, ça a permis de... d'un fonctionnaire sur deux. Voilà, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ça a permis, par exemple, dans l'éducation nationale, pour les jeunes enseignants, d'avoir une augmentation très importante de leur rémunération dans les premières années d'enseignement. Et je pense... pour les fonctionnaires, pour cet taux écoutez, mérite, moi, lorsque je l'ai mis en place, je l'avais mis en place sur les cadres A à l'époque, et je l'ai fait en parfait accord avec les organisations. On définit les critères ensemble. Mais vous avez beaucoup d'agents dans la fonction publique qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment payés, et donc le salaire, la rémunération au mérite permet de favoriser ceux qui sont très engagés sur leur travail et sur des critères que l'on définit avec les partenaires. Vous avez connu les manifestations de fonctionnaires dans la rue sous Nicolas Sarkozy. J'étais aussi, moi, le premier ministre de la fonction publique, après, je crois, 13 ans, où il n'y avait pas eu d'accord de signer la fonction publique, a signé le premier accord avec les partenaires. Quelques manifestants, vous les voyez là encore sous François Hollande, c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence entre la politique de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande, s'ils sont encore dans la rue. En tout cas, il y a beaucoup de déceptions, puisqu'ils ont été trompés une fois de plus par la gauche. Et la gauche a toujours trompé les fonctionnaires. Est-ce qu'on a les moyens là de réellement satisfaire leurs revendications? La rémunération au mérite est une bonne chose. Il faut la maintenir. De mon point de vue, il faut maintenir le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ce qui permet, dans un certain nombre de secteurs, de pouvoir augmenter la rémunération. Parce que le principe du 1 sur 2, c'est que les économies qui étaient faites sur les salaires, pour la moitié, sont reversées et permettent les augmentations de rémunération. Donc c'était ça aussi. On ne parle pas d'une augmentation du point d'indice pour l'instant. Hein. Non. Mais ça, bon, après, c'est à la ministre de négocier. Pour moi, les 2 points importants, c'était le 1 sur 2 et surtout de maintenir la rémunération au mérite. Alors, on va finir cette émission et je voudrais vous proposer, c'est un peu l'image de la semaine, cette surprise. On est au-delà de la politique, mais on a besoin d'avoir votre avis. David Beckham, entre le people, le sport, 37 ans, il signe au Paris Saint-Germain, l'anglais qui arrive au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous voyez dans cette arrivée de ce joueur, bien au-delà du sport, on le disait, presque ce côté people, c'est quoi? C'est le Qatar tout-puissant qui arrive en France? Non, c'est pas le Qatar. Moi, je ne répondrai pas sous cet angle-là. Je pense que c'est une opération, c'est une bonne opération de com. C'est ça. Mais c'est du marketing, effectivement. Mais à partir du moment où l'évolution de nos clubs de foot fait que si on veut exister, là aussi, sur la scène internationale, les clubs de foot sont de grosses entreprises et le marketing, il y a obligatoirement sa place. Et on a besoin de vivre avec. Donc on va pas jouer les vierges effarouchées sur le sujet. C'est un coup de com, c'est un coup de marketing qui semble être plutôt réussi. Et un coup de projecteur sur la France. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais à mon avis, bon, voilà, ça fait partie des choses. Et un grand club comme le PSG ne peut pas, je veux dire, ne peut pas être en retard ou ne pas être dans la course des grands clubs internationaux. Et bon, voilà, le marketing en fait partie. Bon. Le marketing en fait partie. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'avoir participé à notre émission. Merci, Aude. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne semaine. Au revoir. Merci.